Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à cette conférence de presse sur les enjeux dans l'enseignement supérieur et la recherche en ce début d'année universitaire. Un début d'année universitaire qui est marqué par une double incertitude, l'incertitude politique et budgétaire, à laquelle s'ajoute un climat de défiance vis-à-vis du monde scientifique et académique, du côté des régimes libéraux, mais hélas aussi en France, chez de trop nombreux et nombreuses batteurs d'estrade. Tout cela crée un contexte pesant pour les personnels de l'enseignement supérieur et la recherche en France. La CFDT Éducation, Formation, Recherche publique le réaffirme avec force. Investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est préparer l'avenir du pays, c'est préparer aussi les jeunes d'aujourd'hui à être les dirigeants et les acteurs du monde de demain, tous les jeunes qui sont en formation dans les établissements d'enseignement supérieur. Pour conforter la recherche scientifique, il faut aussi faire confiance et respecter la démarche scientifique elle-même. Pour nous, cela a partie liée avec le respect de la démocratie universitaire, y compris pour structurer les débats les plus vifs de notre temps. Et aujourd'hui, celles et ceux qui, sur les estrades, taillent des discours négatifs sur le dos des universités, en créant des polémiques néfastes, en niant le travail scientifique et éducatif construit avec les étudiantes et étudiants, tout cela contribue à la fragilisation académique de notre pays sur la scène internationale. Pour nous, le prochain gouvernement de plein exercice devra faire face à de nombreux défis. Il devrait s'atteler à défendre le monde académique, à donner les moyens aux universités et aux organismes de recherche de réaliser leur mission dans de bonnes conditions, aussi bien pour les personnels que pour les étudiantes et étudiants. Or, à ce stade, les inconnus et les risques de renoncement pour cause d'austérité sont importants. Quel sera le devenir de la loi de programmation de la recherche? Quel sera le devenir de l'accord RH? Que devient la deuxième étape de réforme des bourses étudiantes? C'est aussi pour cela que la CFDT tout entière appelle à se mobiliser massivement le 2 octobre afin d'obtenir un cap budgétaire respectueux du monde du travail et à la hauteur des besoins du pays, sans obérer la préparation de l'avenir. Le prochain gouvernement de plein exercice devra aussi conduire à son terme le parcours parlementaire du projet de loi régulant l'enseignement supérieur privé. Les deux fédérations CFDT de l'éducation, la nôtre, la CFDT Éducation, Formation, Recherche publique, et la Fédération Formation et Enseignement privé, y tiennent. Le projet de loi, à ce stade, contribue à instaurer enfin un contrôle sur les établissements d'enseignement supérieur privé, alors que certains ont usé et abusé du soutien de l'État à l'apprentissage. Il protégera les étudiantes et étudiants et leurs familles, mais aussi les salariés de ces entreprises, et il facilitera le travail des agents de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui doivent se mettre en quatre pour trouver des solutions de dernière minute aux étudiantes et étudiants inscrits dans des établissements qui parfois ne proposent pas des enseignements de la qualité annoncée et qui parfois mettent carrément la clé sous la porte quelques semaines après la rentrée, laissant des étudiants et étudiantes sur le carreau. À ma suite, Christophe Bonnet, que vous connaissez sans doute, Caroline Brisdou aussi et Laetitia Arézu vont vous présenter de manière un peu plus précise nos analyses et nos attentes en ce qui concerne le budget de l'enseignement supérieur et la recherche, la gouvernance universitaire et les politiques de site, la formation initiale des enseignants, enseignantes et CPE, la place et ce que nous revendiquons pour les enseignants et enseignantes du scolaire affectés dans l'enseignement supérieur, les ESAS, et Laetitia interviendra sur les enjeux majeurs pour les CROUS et le CNUS. Christophe, c'est à toi. Donc, concernant les enjeux budgétaires, à ce jour, nous ne savons pas si le projet de budget qui avait été présenté par l'équipe précédente reste d'actualité. Le cabinet de Philippe Baptiste avait fait valoir ses efforts pour son effort intense, pour obtenir des arbitrages budgétaires les moins mauvais possibles, et ils affichaient leur satisfaction d'avoir obtenu le maintien des crédits de leur ministère. On ne doute pas de la réalité de ces efforts, mais pour autant le budget qui avait été proposé n'était pas satisfaisant. Comme pour le reste du service public, il s'agissait clairement d'un budget d'austérité qui ne pouvait qu'aggraver la situation déjà préoccupante du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses agents. En effet, ce sont des années de sous-financement du secteur qui s'accumulent. Du côté de l'enseignement supérieur, vous le savez, l'injonction qui a été faite aux universités d'accueillir toujours plus d'étudiants n'a jamais été réellement financée. Les établissements ont été contraints d'user de tous les expédients possibles pour remplir leur mission, au prix de l'épuisement des agents.
Et de plus en plus d'établissements sont dans l'impossibilité d'équilibrer leur budget. Ça correspond ça aux remontées qu'on a du terrain qui nous montrent des préparations du budget pour l'année prochaine extrêmement difficiles. La stagnation prévue des dépenses en matière d'enseignement supérieur, c'est la continuation de la dégradation des conditions de travail et des conditions d'études. En matière de recherche, Catherine l'avait mentionné tout à l'heure, la loi de programmation de la recherche avait de nombreux défauts que nous avions pointés à l'époque, mais elle créait aussi une dynamique budgétaire louable et indispensable pour permettre à notre pays de tenir son rang au niveau mondial et permettre d'affronter les transitions à venir de l'économie. Là aussi, le projet de budget qui nous avait été présenté était une renonciation qui différait nettement un certain nombre de marches budgétaires prévues. Et en compensant ce qui était maintenu des marges de la LPR par d'autres efforts sur d'autres points qui finalement les annulaient peu ou prou. Et casser la dynamique de recherche, c'est mettre en danger la croissance économique de demain, c'est-à-dire mettre en danger à terme le rétablissement des comptes de la nation. Plus spécifiquement, concernant les agents, on nous avait parlé de retarder, au moins retarder, les retards parfois deviennent permanents, toutes les mesures catégorielles qui avaient été promises aux agents dans le cadre de l'accord majoritaire carrière et rémunération que nous avions négocié et signé parallèlement au travail sur la loi de programmation recherche pour obtenir des rattrapages qui étaient indispensables pour les agents de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, il y a quelques mois, on discutait de la revoyure de cet accord et nos interlocuteurs semblaient ouverts à des améliorations, à des élargissements. Et donc là, c'est la douche froide. Alors qu'en 2025, ce qui avait été acté dans les accords majoritaires restait à l'écart des coups de rabot budgétaires. Là, on nous disait clairement que des mesures qui étaient prévues avec vraiment des dates et des montants seraient retardées. Alors nous, à la CFDT, on est très favorable à la démarche de négociation d'accords majoritaires pour obtenir des avancées pour les personnels. Mais pour faire ça, on a besoin de vis-à-vis qui jouent le jeu et que l'État respecte ses engagements. Donc là-dessus, on a une exigence claire que les termes de l'accord majoritaire RH soient respectés par la puissance publique. Autre actualité qui ne vous a pas échappé, nous avons découvert fin juin dernier un projet de loi initialement intitulé « Modernisation et régulation de l'enseignement supérieur » qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion préalable avec les partenaires sociaux. Ça, c'était c'est une première. Les lois précédentes, on avait eu des discussions, alors pas toujours été écoutées évidemment, mais au moins on avait l'interaction avec le gouvernement en amont de l'élaboration d'un projet de loi. Une première bien malheureuse donc dans l'historique des lois concernant l'enseignement supérieur. Il y avait deux domaines distincts finalement à ce texte. D'une part la régulation d'enseignement supérieur privé, j'y reviendrai, et d'autre part le devenir des établissements publics expérimentaux créés dans le cadre de l'ordonnance de 2018. Du coup, le projet de loi a relancé le débat sur ce point, la structuration territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche, et sur le devenir de ces expérimentations. Je mets un peu des guillemets expérimentation, vous savez que nous ce qu'on met derrière expérimentation, c'est quelque chose d'un encadrement un peu plus strict que ça, de ce qu'on en attend et de comment on l'évalue. En tout cas, nous avons protesté assez énergiquement sur la méthode employée et face à nos protestations et aussi peut-être un petit peu face à un avis du Conseil d'État qui soulevait des problèmes majeurs dans le projet de loi tel qu'il était formulé, cette partie du texte a pour l'essentiel été retirée et une mission d'expertise a été confiée à Jean-Pierre Korwinski, donc inspecteur général honoraire, qui doit rendre ses conclusions fin novembre. On a déjà commencé à participer à ces travaux et on va continuer avec quelques principes de base. C'est-à-dire que pour nous, la politique de site, ça ne doit pas être l'occasion de remettre en cause la démocratie universitaire ou d'en diminuer le poids. Pour nous, l'autogouvernance des universités, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une survivance, c'est l'essence même de notre système et c'est la garantie de sa qualité. S'il y a des changements dans la gouvernance des établissements, ça doit être pour approfondir cette démocratie, pas pour la diminuer. Et cette autogouvernance suppose nécessairement un cadre de dialogue social de qualité et la prise en compte des réalités professionnelles de tous les agents. Nous sommes en train de travailler collectivement à un cahier revendicatif qui nous guidera dans nos discussions avec la mission d'expertise et avec le futur gouvernement. Et nous, par parenthèse, nous serons attentifs à ce que des articles retirés du projet de loi en juillet ne reviennent pas sous la forme
d'amendements parlementaires, pas forcément complètement spontanés pendant le processus parlementaire. Et donc maintenant, Caroline va revenir sur la formation initiale des enseignants, enseignantes et CPE, puis sur les ESAS. Alors, concernant la formation initiale des enseignants et des CPE, cette rentrée voit se concrétiser toutes les inquiétudes que nous avons soulevées depuis un an, en fait depuis plus d'un an. En fait, depuis qu'on a cette réforme est dans les tuyaux, on avait soulevé un certain nombre de questions qui étaient pour nous des points d'inquiétude, et les uns après les autres, la mise en œuvre de la réforme nous donne raison, et on aurait préféré avoir tort. Premier point, les formatrices et les formateurs sont surchargés. Ils se retrouvent à devoir assurer en même temps à cette rentrée la continuité des Master MEF, construire les maquettes des licences professorat des écoles, construire les maquettes du nouveau Master enseignement et éducation, mettre en œuvre les modules de préparation au nouveau concours pour les étudiants de L3 qui vont passer le concours à la session de cette année scolaire, c'est-à-dire en 2026, plus construire les futurs parcours de licence, c'est-à-dire revoir les maquettes de licence pour les préparations des concours pour tous les étudiants qui ne seront pas en LPE, donc du premier et du second degré. Deuxième aspect, les modules de préparation au concours, qui sont un enjeu important d'attractivité des étudiants de licence sur ce concours de L3, puisque là c'est mis en œuvre un peu dans le, on va dire en vitesse, ce que nous regrettons d'ailleurs, se construisent dans un chaos total. On a fait un petit recensement de ce qui se passait. Donc chaque INSPE fait ce qu'il peut avec les moyens disponibles. À Grenoble, par exemple, selon les concours, ce sont soit des ressources numériques accessibles en autonomie, soit des cours en visio le mercredi soir pour les candidats au CRPE, soit une adaptation d'emploi du temps pour accueillir des étudiants de L3 dans des TP et TD de M1 MEF pour ce qui est de la préparation du CAPES de physique-chimie. À Versailles, les candidats au concours CPE auront 86 heures à distance. Et puis, par exemple, je vous donne un autre exemple, à Toulouse, les candidats auront des modules de 70 à 90 heures selon les concours en présentiel. Donc, mieux vaut préparer son concours à Toulouse. Nous demandons le financement de la totalité de la réforme et pas seulement de la rémunération des fonctionnaires stagiaires pendant les 2 années de master. C'est pour nous indispensable pour réussir cette réforme. Or, on a eu des inquiétudes sur les modules de préparation de concours qui se mettent en place à cette rentrée. On a eu un engagement du ministère qui serait financé sur le budget 2026, mais les modules ils se mettent en place à cette rentrée en septembre, et là, jusqu'en décembre, il n'y a pas de financement. Autre inquiétude, il avait été promis le financement de l'ingénierie pédagogique pour changer les maquettes de licence pour prendre en compte des préparations de concours dans le premier et dans le second degré. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, plus d'euros. Autre question... Autre problème, des questions qui restent floues encore à ce stade. Qui va payer les intervenants issus de l'enseignement scolaire? Vous savez qu'il y a 50% des heures qui doivent être faites par des intervenants issus de l'enseignement scolaire. Suivant les interlocuteurs, les réponses divergent. Et qui va prendre en charge leurs frais de déplacement? Enfin, à la CFDT, nous portons une attention particulière à la formation continuée sur les premières années de titularisation. Et là encore, aucun budget annoncé. Nous avions demandé un traitement systémique et nous avons un traitement segmentaire des différents aspects de cette réforme qui rend difficile la gestion des incohérences et l'obtention de réponses précises. Par exemple, un point qui est resté dans l'inconnu, la place du CRPE spécial langue régionale. Est-ce qu'il aura une place dans les licences professorat des écoles? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Les étudiants qui vont s'inscrire dans les concours licences ne savent pas s'ils pourront être formés dans leur académie et quelles seront leurs possibilités de poursuite d'études en cas d'échec au concours. Quelques exemples parmi tant d'autres. Enfin, les dernières directives du ministère ne laissent aucun doute sur l'un des objectifs de cette réforme que nous pensons être majoritairement idéologique, la volonté du futur employeur de surveiller de très près, voire de décider ce qui se passe dans les INSPE. Certes, il n'est plus question d'école normale dans les textes, mais les orientations sont inquiétantes. Il ne suffit pas d'affirmer haut et fort qu'une formation est universitaire pour qu'elle le soit. Et la CFDT restera très vigilante sur ces points et combative dans les INSPE localement. Et j'enchaîne sur les ESAS, parce que quand il n'y a ni idéologie mal placée, ni enjeu financier, à force de ténacité à porter le réel des agents, et ces agents particulièrement nous tiennent à cœur à la CFDT, ces enseignants du scolaire affectés dans l'enseignement supérieur, qui sont souvent les oubliés, la CFDT arrive à faire bouger les lignes du cadre réglementaire pour qu'ils prennent en compte et reconnaissent la réalité du travail. Les nouveaux textes qui s'appliquent à cette rentrée permettent de supprimer une partie des inégalités entre ces ESAS et les enseignants-chercheurs, notamment sur les conditions de versement des primes, sur l'application du référentiel horaire.
Il nous reste cependant beaucoup à obtenir, l'adhésion au RIPEC, l'accès au corps des professeurs de chaire sup, la possibilité de conserver son affectation en cas de mise en disponibilité, et de façon plus générale, la manière dont sont gérées les carrières de ces agents, donc vous l'avez compris, qui sont à cheval entre l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire, qui doit être améliorée et clarifiée. Ils sont aujourd'hui pénalisés car oubliés ou leur réalité mal prise en compte. Par exemple, ils sont oubliés des notifications de début d'année de rendez-vous de carrière. L'avis excellent décidé par leur supérieur hiérarchique dans le supérieur se transforme trop souvent en avis final très satisfaisant par les recteurs ou les DAZEN, retardant ainsi de 2 à 3 ans le changement de grade. Et sur un autre sujet, mais qui est important dans l'activité fédérale, Laetitia Rézu va vous présenter les enjeux et l'actualité dans les CROUS et au CNUS. Voilà. Donc il y a 5 ans, en fait, la crise sanitaire a mis en exergue la grande précarité de nombreux étudiants, mais aussi le rôle important des agentes et agents des CROUS qui ont fait partie des travailleurs de la deuxième ligne pour assurer la continuité de leur mission de service public, apportant leur soutien aux étudiants n'ayant pas eu d'autre choix que de rester dans leur chambre d'étudiants durant les périodes de confinement. Il s'agissait de 58 000 étudiants confinés dans les résidences. Les agents étaient sur le terrain pour faire fonctionner l'hébergement, distribuer des denrées alimentaires, mais aussi en télétravail pour assurer le maintien de l'action sociale, pour distribuer les bourses et les aides d'urgence, et lutter aussi contre l'isolement des étudiantes et des étudiants. Il s'agissait aussi de mettre à disposition des hébergements pour les personnels soignants. Et tout cela a été possible grâce aux agentes et aux agents des CROUS. Aujourd'hui, la voix de ces agentes et agents n'est pas suffisamment entendue. Les rémunérations stagnent, notamment celles des travailleurs et travailleuses de seconde ligne, mais surtout l'intensification du travail dans tous les domaines d'activité des CROUS, que ce soit en restauration, en hébergement ou dans les services administratifs. Cette intensification est telle que les absences pour raison de santé quelques semaines après la rentrée se multiplient. Tous les retours de nos sections syndicales sont unanimes. Il n'y a pas assez de ressources humaines pour faire face à la charge de travail. Par exemple, une des mesures sociales que nous soutenons sans réserve, comme le repas à 1 €, accroît la fréquentation des restaurants universitaires et par conséquent le nombre de repas à préparer, de plateaux à débarrasser et à laver. Bref, la charge de travail s'accroît logiquement, mais l'augmentation de la masse salariale ne suit pas. Pire, l'organisation du travail aggrave la situation avec la réduction des horaires hebdomadaires afin de garder les agentes et agents plus longtemps sur l'année dans les structures. Sauf que les tâches à accomplir en restauration, en hébergement, nécessitent un temps incompressible et doivent prendre en compte la dimension humaine du travail. Les agentes et les agents ne sont pas des robots. Cela a aussi un impact sur la qualité des repas, qui est une priorité de la politique de restauration du CNUS. Le manque de temps oblige un retour au recours à des produits industriels, au grand désarroi des équipes qui considèrent que le service rendu est dégradé. Dans les services administratifs et de services sociaux, l'intensification résulte aussi du manque de ressources humaines pour faire face aux très nombreuses demandes d'aide sociale, bourses, aides d'urgence, logements. Et c'est sans compter sur la mise en place du nouveau logiciel comme OLAF pour les bourses. Les agents et agentes sont confrontés à une prise en main difficile qui ralentit leur travail et engendre une grande fatigue. L'accompagnement au changement est inexistant et les agentes et agents se sentent empêchés dans leur travail. Là aussi, les besoins en ressources humaines sont manifestes. Une réflexion sur le modèle économique du réseau des CROUS doit être menée dans le cadre d'un dialogue social qui permette d'améliorer le dispositif d'emploi en prenant en compte les réalités professionnelles des agentes et agents et les besoins en ressources humaines pour supporter la charge de travail et ainsi offrir un service public de qualité pour les étudiantes et les étudiants. Donc nous vous avons présenté à 4 voix les éléments prioritaires de notre action syndicale dans l'enseignement supérieur et la recherche, je dirais, de cet été et de ce premier mois d'année universitaire. Et maintenant, je vous cède la parole pour nous poser des questions sur ces sujets-là ou s'il y a d'autres sujets de préoccupation pour vous dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi au fur et à mesure? Merci. Soisic Lenevé au journal Le Monde. Excusez-moi parce que je suis arrivée un peu en retard. Peut-être avez-vous évoqué le rapport de l'IGF et de l'IGESR sur les droits d'inscription, enfin préconisant notamment une hausse des droits d'inscription, réflexion sur le modèle économique des universités. Quelle est de votre côté peut-être votre propre analyse? Et une question sur la formation des enseignants.
Qu'en est-il de vos craintes et de ce que vous pouvez voir apparaître concernant le maillage territorial et les campus des INSPE qui sont pas les campus principaux mais délocalisés? Est-ce que là aussi il y a des alertes ou pas? Merci. Alors, en attendant de faire venir d'autres questions, on démarre. Sur le rapport de l'IGF et l'IGES, on va faire à deux voix avec Christophe et puis ensuite, Caroline, je te passe la parole. Donc le rapport de l'IGF et de l'IGES, on a aperçu dans des dépêches d'agence, parce qu'en fait, on a cherché la semaine dernière en vain sur le site de l'IGF et sur le site de l'IGES le rapport en entier. Du coup, en première approche et avec des réserves, puisqu'on n'a pas pu accéder au rapport lui-même, on a quand même une approche qui est comptable et qui semble ne pas soulever aussi une question sous-jacente et majeure pour nous, qui est de savoir qu'est-ce que notre pays veut pour ses jeunesses, là en l'occurrence la jeunesse qui est en formation supérieure. Et c'est quand même une question majeure parce que il y a cette question de savoir si on défamilialise totalement ou pas l'approche qu'on a des étudiants et étudiantes. Il y a une préconisation qui vise à développer les prêts garantis par l'État et donc un modèle de société où quand on est étudiant, avant même d'entrer dans la vie active, on commence par s'endetter, même si ce serait un modèle de prêt assez spécifique. C'est pas ce qui nous agrée, nous, a priori, à la CFDT en matière de conception de la place des jeunes en formation dans la société, des modalités d'entrée ensuite dans la vie active, c'est-à-dire commencer avec un prêt à rembourser, c'est quand même pas l'idéal dans la vie. On sait aussi dans d'autres pays que ça peut générer des difficultés économiques ensuite, puis que ça pose plein de questions derrière. Christophe reviendra aussi sur il y a une préconisation ou un commentaire qui vise à dire que la formation dans l'enseignement supérieur n'est pas concernée par le principe de gratuité de l'enseignement, ce qu'on avait contesté par le passé avec succès. Voilà, donc il y a en fait plein de questions derrière. On retombe aussi dans l'écueil évoqué en introduction de pousser les universités à rechercher des financements autres partout, parce qu'il y a aussi ça dans les recommandations. Et là aussi, ça pose des questions sur comment, dans un tel contexte, on préserverait l'autonomie, l'indépendance de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Donc pour le moment, nous, on souhaitera aussi avoir communication du rapport dans son entier, un rapport qui a été élaboré sans passer par la case dialogue avec les organisations syndicales représentatives. Et puis, en l'état actuel des institutions politiques, on n'a pas de gouvernement de plein exercice avec lequel en débattre sur le fond. Et pour nous, ce sont quand même derrière des débats de société assez fondamentaux, à la fois sur l'enseignement supérieur et la recherche et sur les jeunesses. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que le rapport n'évoquait pas tellement les classes préparatoires aux grandes écoles. Quand on évoque une redistribution à l'envers, si c'est effectivement un silence du rapport, c'est quand même bien gênant. Oui, donc effectivement ce rapport un peu fantôme pour l'instant, puisqu'il ne nous a pas été transmis. C'est aussi une petite musique qui revient depuis longtemps, y compris avec des justifications un peu psychologisantes du type c'est pas assez cher, donc les étudiants ne travaillent pas, enfin des choses qui nous paraissent sans rapport avec la réalité de l'enseignement supérieur tel qu'on le connaît. Finalement, il y a un choix de modèle économique. Soit on considère que l'enseignement supérieur contribue à l'accroissement général du niveau de la main-d'œuvre et à la vie à la fois économique et sociale du pays et doit être financé par l'effort commun. Soit c'est une aventure individuelle où chacun se finance pour faire ses études supérieures et accéder potentiellement à des emplois plus rémunérateurs. Donc financement soit par la richesse familiale, soit par la dette individuelle. En France, on a quand même tranché cette question, puisque en 2019, le Conseil constitutionnel interrogé sur une question préalable de constitutionnalité à laquelle nous avions contribué, a dit clairement que le principe de gratuité de l'enseignement s'appliquait à l'enseignement supérieur. Donc la question de principe, elle est tranchée. En ajoutant que ça ne faisait pas obstacle à ce qu'il y ait des droits d'inscription modiques, mais clairement, pour nous, ça signifie que ces droits d'inscription ne sont pas au centre du modèle
économique. Sinon, on n'est pas dans la gratuité. On est un service payant. Donc voilà, pour nous, ça c'est quelque chose qui est tranché d'un point de vue constitutionnel. Alors il est vrai que l'interprétation qui a été faite par la justice administrative de cette décision laissait pas mal de marge de manœuvre, mais en termes de modèle, la chose est tranchée. Finalement, depuis 15 ans maintenant, on est dans une succession de phases où, pour éviter d'augmenter la contribution publique à l'enseignement supérieur, on essaie de trouver, je parlais d'expédients tout à l'heure, mais voilà, on court après des tas d'or plus ou moins légendaires. Il y a une époque, c'était les fondations qui allaient permettre de tout financer. Après, ça a été la formation continue. Après, on s'est rendu compte que formation continue, c'était très bien, mais on parlait de chiffre d'affaires et pas de bénéfices, et que donc ça changeait un peu la donne. Les droits d'inscription des étudiants étrangers, alors on a à la fois sous-estimé ce que c'est l'impact social et les risques que ça faisait courir en termes d'ingérence étrangère. Hein. Voilà, donc on en est là. On a un modèle qui est l'enseignement supérieur fait partie du service public, donc doit être financé par l'effort commun. D'autres apports sont possibles, évidemment. On ne dit pas que la totalité des dépenses de l'enseignement supérieur doit être financée de cette manière-là, mais ça doit rester le cœur du modèle. Caroline ? Oui, on va faire à deux voix avec Karine. Cette histoire du maillage des formations, en fait, il y a deux questionnements qui sont un peu séparés et qui ne vont pas se poser de la même manière. Il y a les licences professorat des écoles qui se déploient, et Karine reviendra, et il y a les masters. On sait déjà que sur des concours à petits effectifs, ce qu'on ne sait pas, c'est à ce qui va être déterminé petits effectifs. Peut-être finalement ce ne sera pas si petits effectifs que ça. Il n'y aura pas des masters dans toutes les universités, donc pas dans toutes les académies, ce qui va obliger les étudiants à se déplacer. Deuxième problème sur ces masters, on n'a pas de visibilité actuellement. Le ministère a annoncé que le maillage serait connu en janvier, au moment de dépôt final des accréditations. Janvier, c'est très tard pour les étudiants qui vont passer les écrits en février. Voilà. Et pour les licences, il y a des enjeux d'égalité de territoire en plus. Alors sur la licence professorat des écoles, qu'on va pointer particulièrement sur cette question de maillage territorial, ce que nous font remonter nos adhérences dans certains départements, parce que là on est au niveau des départements, c'est que dans tous les sites territoriaux, ceux que vous évoquez, n'ouvriront pas forcément des groupes de licence. Donc l'inégalité territoriale va se jouer sur ce public que pourtant cette réforme est censée attirer, presque capter dès le baccalauréat. Certaines académies, alors au niveau du rectorat ou au niveau de l'INSPE, décideraient de ne pas les ouvrir partout. On a le cas en Bretagne notamment. La question qui se pose pour ces sites éloignés, souvent on les appelle aussi comme ça, plutôt que territoriaux, c'est évidemment la question des personnels. Si certains sites ferment ou certains sites diminuent d'activité, quel va être le devenir des personnels enseignants dans les INSPE ? Il peut être question de la carte scolaire, il peut être question de retourner dans le secondaire, mais les établissements vont en premier lieu chercher une solution en interne, avec quel accompagnement au changement, pour faire quoi, dans quel composant, dans quel site géographique, etc. Donc nous serons très très attentifs, bien évidemment, à cette question des personnels sur les sites territoriaux. Et je reviens aussi sur la question des inégalités pour les étudiants. Quelle opportunité on propose aux étudiants qui veulent se diriger, donc qu'on souhaite évidemment encourager à devenir professeur des écoles, si finalement ces licences n'ouvrent pas sur les sites. Voilà. Et juste pour conclure, c'est là encore une question de budget, hein, parce que si on met les moyens, on peut ouvrir des groupes licences dans tous les départements. Allez-y. Alors, bonjour, Marie-Christine Cormier des Échos. Je voudrais rebondir sur la question de Soisic sur les droits d'inscription. Est-ce que les montants qui sont préconisés, j'allais dire, dans le rapport sur le modèle économique des universités, peuvent relever ou pas de la notion de droit modique? Alors, je démarre
Et puis pareil, on fera à deux voix avec Christophe, en sachant qu'on n'a pas regardé dans le détail les précaux, puisqu'on a eu accès qu'à des dépêches d'agence et pas au rapport. Donc cette question du niveau des droits d'inscription qui resterait dans le critère de modicité qui avait été rappelé par le Conseil constitutionnel, c'est forcément une question de curseur. Il y a déjà eu des relèvements des droits d'inscription, des relèvements aussi de la contribution à la vie étudiante et de campus et des modulations. Si on élargit du coup sur le rapport, dans certaines recommandations, il est aussi préconisé de poursuivre la réforme des bourses. Alors pour le moment, on est au point mort là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a la question de la défamilialisation aussi derrière. Parce qu'en réalité, et on ne l'a pas redit tout à l'heure, mais nous on avait estimé, je crois que c'était en 2019, on avait notre Conseil fédéral avait adopté une motion qui rappelait qu'entre le milieu des années 90 et les années 2010, les dépenses intérieures d'éducation dans notre pays, qui englobent à la fois les dépenses d'éducation de la puissance publique et des familles, mais pour le SCO comme pour le SUP, avait diminué d'1 point de pourcentage dans le PIB. Et en fait, on a eu cette baisse de l'investissement, et pour les universités, on a eu un effet ciseau entre les dépenses publiques et le nombre, par exemple, d'enseignants-chercheurs dans les universités, et l'augmentation du nombre d'étudiants. Mais une augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes qui s'est fait aussi avec, et c'était une volonté de la puissance publique, c'était aussi un élément de la stratégie de Lisbonne adoptée au niveau européen, d'assurer l'accès à l'enseignement supérieur à des étudiants et étudiantes nouveaux publics des universités, c'est-à-dire des étudiants et étudiantes qui étaient souvent, et qui sont encore souvent, les premiers de leur famille à accéder à l'enseignement supérieur. Et on le sait, ce sont les retours aussi de nos adhérents et adhérentes dans les universités, et dans les lycées d'ailleurs, que ces étudiants ou ces lycéens, futurs étudiants et étudiantes, ont besoin d'un accompagnement qui est un peu différent, peut-être, d'un public étudiant qui autrefois avait une culture familiale de ce qu'est l'université, de ce qu'est être un étudiant ou une étudiante. Et on manque de ces moyens. On manque de ces moyens, et les universités qui accueillent une forte proportion de ces primo-étudiants dans leur famille, que ce soit dans les banlieues des grandes métropoles, dans l'Hexagone ou dans un certain nombre d'universités ultramarines, on pense en particulier à l'Université de la Réunion et évidemment à l'Université de Mayotte, ça suppose des capacités à financer une masse salariale pour avoir des enseignants-chercheurs, pour avoir aussi des personnels d'IBIATS qui sont dans des rôles d'accompagnement aux études et d'accompagnement des étudiants et étudiantes dans la construction de leurs projets de formation et de leurs projets professionnels. Et à force de ne pas financer cela, on dit ensuite que l'université ne fait pas réussir ses étudiants. Mais nous, à la CFDT, on considère surtout que la puissance publique n'a pas accordé les subventions pour charge de service public à la hauteur de la mission de formation qu'elle attendait de ces universités. Et donc c'est vrai que pour nous, si on se pose la question du modèle économique des universités, pour nous ça ne peut pas être juste comment on cherche des ressources autres que celles de la puissance publique. Ça doit forcément être aussi un moment comment la nation se donne les moyens de la politique ambitieuse pour ces jeunesses qu'elle affirme. Et donc quand je dis pour ces jeunesses, ça veut dire que pour notre fédération, et d'ailleurs pour la Confédération, les politiques en direction des jeunes, ce n'est évidemment pas uniquement l'université, parce qu'on pense à tous les jeunes dans notre pays. Il y en a qui ne sont pas étudiants ou étudiantes à l'université et qui ont besoin aussi d'accompagnement à la construction de leur parcours. Mais en tout cas, pour nous, la solution à l'université, ça ne peut pas être uniquement de dire on va demander plus financièrement aux étudiants et à leurs familles. Oui, quand il y a quelques années, il y avait eu les textes dits « Bienvenue en France » avec de très gros guillemets, on avait alerté, on avait dit attention, les droits pour les étudiants extracommunautaires, c'est le projet, ce sera à terme le projet de droit pour l'ensemble de la population étudiante. Et curieusement, c'est dans cet ordre de grandeur qu'on est, hein, donc on est dans ce scénario-là. Est-ce qu'on reste dans le cadre des droits modiques? Déjà, quand on rajoute un chiffre à la somme, forcément la question se pose. Hein, quand on passe de 3 à 4 chiffres, la question se pose forcément. Est-ce qu'on serait certain d'un point de vue technique de gagner au contentieux? Je n'irai pas jusque-là. J'ai parlé tout à l'heure de la lecture que faisait le Conseil d'État de la décision du Conseil constitutionnel. Mais par contre, sur le principe, on est bien dans un changement de modèle. Pour nous, dès lors qu'on dit
La solution aux problèmes budgétaires des universités, elle n'est pas dans le budget de la nation, elle est dans la poche des étudiants et de leurs familles. On n'est plus dans le modèle de la gratuité. Donc là-dessus, clairement, on sort de l'épure. On est sur un changement de modèle qui ne dit pas son nom. Et il faudrait qu'on s'interroge sur les effets que ça aura sur l'évolution de l'enseignement supérieur, sur l'évolution de l'accès aux études. On a quand même besoin d'une généralisation de l'accès aux études supérieures. On voit dans un certain nombre de pays, tendanciellement, une baisse de la poursuite des études vers le supérieur. Et je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour ces pays. Donc soyons très prudents. Si réellement on estime qu'il faut ce changement de modèle, on aura, pour nous, les conséquences seraient très graves pour le niveau de qualification de la main-d'œuvre et pour les capacités du pays à affronter les transformations à venir. Allez-y. Oui, bonjour, Clémentine Malicorne pour AEF Info. Je voulais savoir si vous aviez des remontées comme quoi la réforme de l'apprentissage avec la participation là, de 750 € pour les entreprises et une baisse de l'impact de la prise en charge, enfin, ça avait un impact au niveau du terrain. Alors, je démarre et puis Christophe poursuit aussi. Dans le développement de l'apprentissage qui a été très important dans notre pays ces dernières années, il y a eu un fort développement de l'apprentissage au plus haut niveau de qualification, ce qui n'était pas forcément l'intention première du gouvernement. Nous, on a identifié, c'était une des raisons aussi pour lesquelles, avec l'autre fédération de la CFDT, la FEP, on était demandeur d'un encadrement et d'une régulation plus forte de l'enseignement supérieur privé, c'est que ça a poussé à la création un peu ex nihilo de structures de formation d'enseignement supérieur privé pour capter les aides à l'apprentissage, avec tous les effets néfastes que j'ai décrits tout à l'heure rapidement en termes de durée de vie de certains de ces établissements, d'absence de formation réelle. Enfin, on a quand même beaucoup de témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui se retrouvaient uniquement avec des polycopiés, vaguement un cours en visio et rien de plus. Et puis aussi du côté de la FEP, des témoignages nombreux de salariés remerciés du jour au lendemain avec des entreprises qui organisaient parfois leur insolvabilité ensuite pour ne pas assumer leurs responsabilités en tant qu'employeur vis-à-vis de ces salariés. Donc c'est vraiment aussi dans cet esprit-là que nous soutenons très clairement le projet de loi sur la partie régulation de l'enseignement supérieur privé, qui pour nous participe aussi d'une forme de contrôle des aides publiques aux entreprises. Et ensuite dans les universités, puisqu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage qui s'est développé dans les universités, ça a aussi été une manne financière. C'est aussi quelque chose que les universités, notamment au niveau master, travaillent très, très finement pour équilibrer formation, temps en entreprise, et qui contribue, et ça aussi c'était quelque chose qu'on avait soutenu, à faire en sorte que tous les masters soient des masters qui préparent aussi un métier, qui préparent l'insertion professionnelle sans en rabattre sur le niveau académique garanti aux étudiants et étudiantes. Oui, le contexte de la baisse des aides à l'apprentissage. Alors, les remontées qu'on a, il semblerait qu'il y ait un impact, mais à ce stade, on est un peu tôt là sur le début de l'année universitaire pour en avoir la portée. On a des remontées de collègues qui nous disent les étudiants ont de plus en plus de mal à trouver leur alternance. Donc ça a forcément des conséquences. Avec une tendance de certains établissements d'enseignement supérieur privé, et pas les plus scrupuleux, à capter finalement les possibilités d'accueil en entreprise pour les étudiants, en rabattant justement sur la qualité de la formation. Évidemment, pour l'entreprise, plus l'alternant passe de temps dans l'entreprise, et moins il en passe dans l'établissement, mieux c'est pour elle. Mais en termes de qualité de la formation, c'est évidemment pas la même chose. Donc là, il y a une difficulté. Il faudra qu'on fasse assez attention à la manière dont est réparti cet effort en fonction des niveaux de formation. Au niveau universitaire, on voit une vraie plus-value au niveau master à l'apprentissage. Donc on a
on a nos capteurs, on écoute ce qui nous remonte du terrain, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu tôt pour l'année universitaire pour savoir, pour connaître les impacts. Mais c'est un peu... Donc le bas bruit est un peu inquiétant, effectivement. Caroline, tu voulais ajouter un exemple? Oui. On a demandé des remontées sur la préparation des budgets dans les universités, et ce qui nous est dit, c'est que pour l'instant, en l'absence de pouvoir faire des pronostics sur ce qui allait se passer, les budgets et les formations ont été reconduits à l'existant. Et ce qu'on peut anticiper, c'est que ce sera l'année prochaine, en fait, qu'on va vraiment voir les effets qu'il y aura en termes d'impact sur les formations. Oui, Sophie Lobby de l'AFP. J'avais deux questions. D'abord sur une éventuelle réforme des bourses. Comme on n'a pas eu de conf de presse du ministère de rentrée et qu'on n'a pas d'informations, est-ce que vous en avez eu? Vous savez si ça avance? Est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministère? Et par ailleurs, sur les budgets, l'année dernière, on avait eu quand même une grosse alerte des présidents d'université sur les difficultés budgétaires. Là, vous venez de dire que les budgets avaient été reconduits à l'identique en l'absence d'informations. Est-ce que c'est toujours des situations difficiles? Est-ce que vous avez des signaux d'alerte? Alors, sur la première question, on n'a pas eu de nouvelles discussions avec le ministère depuis le printemps dernier sur une deuxième étape de réforme des bourses. Et l'an dernier, on avait un ministère qui souhaitait travailler dans le sillage de ce qui avait été travaillé par Jean-Michel Jollion, à qui une mission avait été confiée sur la réforme des bourses par les précédentes ministres, et qui, donc, des objectifs qui nous allaient bien en termes d'augmentation des budgets prévus pour les bourses, de s'assurer qu'on était en capacité d'augmenter le nombre d'étudiants et étudiantes boursiers et boursières. Mais il fallait financer. Il fallait que la réforme soit autofinancée et que donc le ministère trouve des ressources ailleurs ou propose des ressources ailleurs qui soient acceptées par le gouvernement puis par le Parlement. Et déjà au printemps dernier, ce n'était pas totalement assuré d'arriver à trouver quelle niche fiscale le gouvernement accepterait de supprimer malgré le tabou qui a l'air de bien tenir quand même ces derniers jours autour de l'évolution de la fiscalité. Donc à ce stade, on n'a vraiment aucune information. C'est silence radio sur la réforme des bourses. Ouais. Et par ailleurs, alors ça, pour le coup, c'est un petit peu évoqué, si j'ai bien compris, dans le rapport de l'IGF et de l'IGESR. Toutes ces réformes-là sont des réformes aussi qui supposent de financer des personnels pour assurer la mise en œuvre. Et Laetitia l'évoquait tout à l'heure, notamment dans le réseau des œuvres universitaires et scolaires, si on n'a pas de personnel administratif, de personnel qui soit assistante sociale, ça va être compliqué ensuite. Parce qu'en fait, il y a de l'accompagnement à faire quand on applique de nouvelles règles, que ça suppose d'examiner des dossiers, de recalculer les droits, etc. Ça suppose du personnel administratif et du personnel de service social qu'on n'a pas forcément en nombre suffisant, ni dans le réseau des œuvres, ni dans les universités à ce stade. Et donc tout ça, ce serait à regarder. Mais là, vraiment, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on n'a plus aucune information sur cette deuxième étape de réforme des bourses. Et du coup, la première étape qui était intéressante, elle s'épuise aussi parce qu'avec l'inflation, le montant des bourses recalculées a été un peu démonétisé. Pas totalement, il ne faut pas non plus tout rejeter, mais c'est démonétisé. Le ministère lui-même disait qu'il faut la deuxième étape parce que sinon, la première étape va être effacée par l'inflation de ces dernières années. Et puis une inflation spécifique sur les prix des produits alimentaires. Enfin, on sait bien que les dépenses des étudiants et étudiantes boursiers, c'est pas la structure de dépenses d'un ménage lambda dans notre pays. Sur le budget des universités, alors d'une part, ce que disait Caroline portait surtout sur les budgets en lien avec les formations en alternance. Mais sur le reste, oui, on continue à avoir des alertes fortes sur le fait que plusieurs universités sont en grande difficulté pour boucler leur budget. Et par exemple, on était la semaine dernière avec Christophe à Strasbourg. L'université de Strasbourg continue de fermer un petit peu plus que les congés de fin d'année civile pour économiser sur sa facture d'énergie. Mais Christophe va vous donner d'autres exemples puisqu'on a eu des retours de plusieurs de nos sections
sur les difficultés budgétaires dans les universités. Et l'an dernier, c'était une bonne nouvelle qu'on ait obtenu la compensation de l'augmentation du CAS pension pour les universités, parce qu'on continue à avoir des inquiétudes sur la capacité à servir le glissement vieillesse technicité dans les universités. Oui, effectivement, l'année dernière, le projet de non-compensation d'augmentation du CAS pension, c'était un hold-up. C'était vraiment de l'ordre du hold-up. Et c'était, là, pour le coup, ça aurait mis très grande difficulté la totalité des établissements. Là, on est plus ou moins sur effectivement, ce qu'on entend, sur la reconduction à l'identique, mais à l'identique avec quand même une inflation qui est non nulle. Donc, c'est de l'identique en euros, en nombre d'euros, hein, pas forcément en euros constants. Effectivement, les remontées qu'on a, hein, c'est qu'il y a quand même dans la préparation des budgets des gels de postes ou des restrictions dans la publication de postes, des difficultés concernant un centre de formation qui mènent à réduire la voilure de l'offre de formation, des questions spécifiques autour de certains projets qui se retrouvent gelés ou mal financés. Comme je disais tout à l'heure, on est sur un passif important, c'est-à-dire depuis très longtemps, les établissements d'enseignement supérieur, notamment les universités, font plus avec autant ou moins, et le font au prix de l'usure des personnels. Donc il y a un moment où ça pèse plus. Donc là, situation très différenciée d'un établissement à l'autre, bien sûr, hein, mais on a des fortes inquiétudes, hein, sur la préparation des budgets. Avec, voilà, sur certaines remontées d'établissements, on ne voit pas comment ça va marcher. Donc on est en relation constante avec nos équipes dans les syndicats académiques et dans les établissements pour suivre cette préparation. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a quand même des retours de plusieurs universités où l'impact, ça va être de décider aussi de fermer des formations. Ou de transformer de manière assez substantielle les contours de certaines formations avec soit des transformations de cours magistraux en TD ou des suppressions d'antennes délocalisées. Donc ça va sans doute être un obstacle. On sait que notamment dans l'entrée dans le premier cycle universitaire, beaucoup de lycéens et lycéennes choisissent d'abord la proximité. Donc si le lieu de formation s'éloigne, ça va aboutir à ce que des futurs étudiantes renoncent. Et puis donc, je disais, des suspensions de formation, de parcours ou de mentions à l'intérieur des formations. Ça, in fine, ça va aboutir à ce qu'on ait une diminution des capacités d'accueil dans Parcoursup ou dans mon master. Et comme chaque année, au moment où ces plateformes porteront à la connaissance des lycéens et lycéennes et des étudiants et étudiantes leur affectation ou pas pour l'année suivante, une grande déconvenue. Et nous, ce qui nous pose problème aussi sur ces étapes-là, c'est qu'à chaque fois, on a un vent de critique très fort sur ces deux plateformes, mon master et Parcoursup. Au passage sur les universités, parce qu'on est quand même depuis plusieurs années sur ce discours récurrent des universités qui ne font pas réussir leurs étudiants, mais on ne se pose jamais la question de comment on les finance, les universités, comment on finance la mission formation. C'est un peu facile d'attaquer bille en tête en disant que les universités se ferment aux étudiants, mais en fait, elles n'ont pas forcément les moyens d'ouvrir autant de places qu'elles le souhaiteraient. Et les discussions avec les rectorats sont parfois aussi compliquées sur les capacités d'accueil. Donc en fait, on a là un nœud qui est difficile avec un pays qui proclame qu'il faut pousser les jeunes vers les études supérieures et en même temps, à sous-financer les universités, on se met en difficulté de ce point de vue-là. Oui, on commence aussi à avoir des alertes sur le financement de la recherche universitaire. Nous, on dit depuis longtemps qu'il faut des budgets récurrents pour les équipes de recherche qui soient substantiels, mais là, pour ce qui est de la partie universitaire de ces financements, ces budgets commencent à être rognés, tout simplement parce qu'il faut équilibrer les budgets. Donc c'est l'ensemble des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, sachant que le sous-financement de l'enseignement supérieur a de toute façon des impacts
de déter sur le volet recherche des missions. Mais là, ça commence aussi à se voir dans les budgets des équipes. Et du coup, si on, juste, et puis je vous redonne la parole, Marie-Christine, sur si on fait le lien aussi avec ce que décrivait Laetitia sur les CROUS tout à l'heure, quand on a des services publics auxquels on demande d'assurer des missions, voire on en ajoute ou on ajoute des contraintes sur la réalisation de ces missions, mais on ne les finance pas à la hauteur, en fait, après, c'est le service public qui se dégrade. Et ensuite, c'est facile de dire que les CROUS, c'est pas génial si on empêche le fonctionnement en réduisant une ressource par une décision qui peut avoir du sens sur le repas à 1 euro, Laetitia l'a dit tout à l'heure, mais si on finance pas, si on compense pas cette baisse de ressources pour les CROUS, en fait, on place les CROUS dans une situation où c'est impossible de faire mieux et de faire correctement. En fait, on fait du massif, mais on ne fait pas du mieux. Et pour nos collègues, c'est clairement une perte de sens au travail aussi. Et de la même manière, dans les universités, quand nos collègues constatent qu'ils accueillent les étudiants et étudiantes dans des conditions qui ne leur paraissent pas satisfaisantes, qu'ils ne peuvent pas accompagner des étudiants et des étudiantes dont on sent bien qu'ils sont en train de décrocher, en fait, personne n'est satisfait. Mais il y a un moment, quand on tire trop sur la corde, ça passe plus. Je peux juste compléter, par exemple, sur le repas à 1 euro, vous avez certainement entendu parler de la demande de certains sénateurs, notamment, de généraliser le repas à 1 euro. Alors, effectivement, pourquoi pas, surtout si, quand on sait que nombre d'étudiants, on sait que la précarité étudiante est importante, que les étudiants ont donc besoin d'aide, mais derrière, ça ne pourra pas suivre. Si on ne change pas, si on n'améliore pas le dispositif d'emploi, s'il n'y a pas plus d'agents qui travaillent dans les services de restauration et aussi en hébergement, ça ne sera pas possible. Et en ce moment aussi, on parle, donc c'est la rentrée étudiante, on parle du logement étudiant, hein, il manque beaucoup de places, beaucoup de chambres. Il y a des structures qui ouvrent, qui sont rénovées. Mais en fait, c'est toujours un moyen constant. Donc, on ouvre aussi, par exemple, des points de restauration, on ouvre des résidences, mais il n'y a pas plus d'agents derrière pour faire fonctionner ces nouvelles structures. Et quand je parlais tout à l'heure d'intensification du travail, elle se situe là aussi. Je voulais juste revenir sur la suppression d'antennes délocalisées. C'est une menace qu'avait brandie Guillaume Gelé l'année dernière. Est-ce que vous avez des inquiétudes dans des endroits précis? Merci. On a 2 points d'inquiétude dans les relevés, mais qui ne sont pas confirmés à ce stade. Il y a la Picardie, et puis il y avait à Pau. C'était Jules Verne d'Amiens, c'est ça? Ok, merci. Oui, il y a un vrai sujet autour de ça, autour de la question de l'accès aux études, de la répartition sur le territoire de l'accès aux études. C'est une évidence, ces antennes elles coûtent cher. Il y a vraiment un coût d'entrée au fait d'avoir une présence territoriale. Et la difficulté qu'on a, c'est que bien souvent, lorsque l'université n'arrive pas à se rendre présente sur les territoires, où il y a une demande, notamment des élus locaux, c'est des établissements privés qui viennent s'installer pour dire, voilà, nous on fait du sup à Cherbourg, et à Niort. Et là, on a un vrai problème de place de place du service public, de capacité au service public à répondre. On le sait bien, ça a été dit tout à l'heure, l'accessibilité, l'accessibilité géographique, c'est une clé si on veut accroître le niveau de formation de la jeunesse. Et en même temps, on sait que ça coûte cher, que ça aussi, ça faire évoluer aussi un petit peu la manière dont on s'organise. Donc là-dessus, pour nous, on continue notre discours il est équilibré, hein, c'est pas il faut des antennes universitaires dans toutes les sous-préfectures, mais c'est important. La dynamique de multiplication de la présence sur le territoire, elle a un effet positif que l'on voit. Renoncer à ça et retourner sur un modèle de présence de l'enseignement supérieur sur les seules métropoles,
ce serait vraiment renoncer à quelque chose d'important en matière d'élévation du niveau général de la main-d'œuvre sur tout le territoire et de vie économique des territoires également. Oui, oui. Alors, une question. C'est pas toi qui as débranché tout ça? Non, non, je pense que c'est en bougeant le micro qui est... Parce que du coup, c'est une chaîne en fait, donc du coup, c'est... Normalement, oui. Ça a l'air de fonctionner. Très bien, merci. Une question budgétaire à nouveau qui concerne les contrats d'objectifs et de moyens et de performance. Avez-vous perçu ou même été peut-être informé d'un glissement sémantique? C'est-à-dire, est-ce que maintenant on parle de 100%, je parle de l'expérimentation, 100% de l'enveloppe budgétaire de cette subvention qui est concernée par le contrat, ou est-ce qu'il s'agit des missions que l'université doit remplir? J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un glissement. Il ne s'agirait plus de l'enveloppe dans son total, mais d'une couverture à 100% des missions par cette enveloppe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si j'ai mal... Mais est-ce qu'il y a eu des changements à votre connaissance? Et j'avais une autre question sur la réforme des études de santé qui, elle aussi, est un peu laissée en friche, alors qu'elle a été annoncée à de maintes reprises. Mais en savez-vous plus sur ce qui a pu être préconisé auprès des ministres successifs? Christophe, je te laisse. Silence radio là-dessus. Oui, alors sur la dernière partie, on n'est pas trop dans la boucle malheureusement. On sent bien qu'il y a un tirage entre une volonté de diversifier l'accès aux études de santé, ça c'est quelque chose qu'on soutenait, et les difficultés pour faire fonctionner un système qui fait cohabiter des modèles très différents et pas forcément compatibles, mais on n'est pas associé pour le moment à la réflexion là-dessus. Sur le comp, là aussi, la période est un peu bizarre. On a peu d'informations sur ce qui se passe réellement. Si les gouvernements essayent de revenir un peu en arrière sur des annonces qui n'étaient pas très raisonnables, tant mieux. Le discours, en gros, on sentait bien le discours, il n'était pas tellement tourné vers les universités elles-mêmes, mais c'était un peu dire à la représentation nationale, mais vous voyez bien, il n'y a plus de dotation automatique, on rediscute de tout ça à chaque fois, etc. Autant le compte jusqu'à présent, finalement, c'était un espèce de paquet rassemblé de ce qui se faisait dans différents appels à manifestation d'intérêt auparavant. Autant un comp à 100%, alors on ne voit pas très bien ce que ça pourrait vouloir dire pour les établissements d'enseignement supérieur. Ça se fait pour les établissements, pour les EPST, pour les établissements des organismes nationaux de recherche. Là encore, avec une réalité de la chose, une pertinence de la chose qui n'est pas toujours très claire. Voilà, après on sait bien que la question d'un modèle d'allocation des ressources pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est une quadrature du cercle, compte tenu de la très forte contrainte qu'il y a sur les charges des établissements. Donc quelle est la part de réelle volonté de changer la manière d'allouer les budgets, et quelle est la part du discours un peu performatif sur mais oui, on est en train on n'est plus sur des réattributions de budget automatiques, c'est plutôt comme ça, quitte à continuer à le faire en vrai. Là pour l'instant c'est très difficile à décrypter. Le comp à 100% dans la manière dont il était présenté initialement, ça ne paraissait pas très raisonnable ni correspondre à la réalité du terrain. On est assez peu associé à la manière dont se déploie l'expérimentation. On est obligé d'aller à la pêche auprès de nos syndicats territoriaux, nos sections d'établissement pour en savoir plus. Et eux-mêmes n'en savent pas toujours beaucoup. Oui. Bonjour, Marie Tomajeski, journaliste à Newstank. Moi, j'avais une question. Vous parliez du fait que certaines facs devaient fermer des formations ou certains parcours dus au manque de budget. Est-ce que vous avez des remontées sur le nombre d'étudiants qui n'ont pas eu de vœux acceptés, enfin qui
qui n'ont rien trouvé cette année. Et une autre question sur la réforme de la formation des enseignants. Vous vouliez, il me semble, rencontrer le ministère pour avoir davantage d'informations. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Alors, je démarre rapidement sur les fermetures de parcours et de mentions. C'est des choses qui nous remontent, par exemple, en tout cas au moins en questionnement, voire en début de mise en œuvre dans l'université de Rennes 2, par exemple, qui est confrontée à ce type de choix. Sur les questions de... Mais on entend ailleurs, mais là on avait essayé de rassembler des retours précis de plusieurs universités. Et dans cette université-là, ça sort assez fortement. Ce qui est compliqué dans votre question sur le nombre d'étudiants sans réponse, c'est qu'on a les chiffres sur Parcoursup et la fin de l'été, même s'il y a des choses qui se poursuivent ensuite. Après, ce qui serait intéressant de regarder, c'est à quel moment ces décisions de fermeture de parcours ou de mention sont prises. Parce qu'il y a des étudiants qui auront quand même eu quelque chose. Mais peut-être que ces parcours ou ces mentions, c'était leur premier vœu. Et finalement, ils n'y accèdent pas. Enfin, leur premier vœu dans leur tête, parce que dans Parcoursup, c'est pas classé, jusque tard dans la procédure. Et même chose pour mon master, en fait. C'est-à-dire que quand on ferme un parcours ou une mention, ça ne signifie pas forcément que le lycéen, lycéenne ou l'étudiant en licence 3 n'obtiendra rien l'année suivante. Mais peut-être que la formation précise qui l'intéressait le plus n'est plus accessible. Voilà. Donc ça, et puis pour le coup, on n'a pas, nous, été regarder dans le détail si les données qui sont en open data sur Parcoursup ou sur mon master permettent de regarder ça. Mais ça repose très clairement la question de l'accompagnement au parcours des étudiants et étudiantes. Et après, il y a des choses à regarder. On sait aussi que dans le premier cycle universitaire, il y a parfois des formations où il y a vraiment très très peu de place, qui sont donc objectivement très sélectives. Mais ça, c'est pas posé en termes de dialogue social, en tout cas au niveau ministériel. Et dans les établissements, ça dépend des universités. C'est aussi pour ça que par ailleurs, on insiste sur les enjeux de démocratie universitaire et de dialogue social dans les universités, parce que là aussi, c'est des stratégies de structuration de la formation. Qu'est-ce qu'on privilégie en matière de formation des étudiants et étudiantes. Et donc, soit c'est discuté ou pas localement dans les universités. En tout cas, à l'heure actuelle et depuis plusieurs mois, mais c'est aussi lié à l'instabilité politique, ça ne fait pas l'objet de débats et de dialogues structurés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Caroline, peut-être sur la formation initiale. Ouais. Alors, on va avoir du mal à rencontrer un ministre puisqu'il est décisionnaire, ou des ministres, puisqu'en fait... Démissionnaire. Et pas démissionnaire, qu'est-ce que j'ai dit? Décisionnaire. Ah oui, c'est ça. Tu vois, voilà, vous avez compris l'idée. Quand même dire que ministre au pluriel, parce qu'en réalité, c'est quand même le point positif de la reprise de ce dossier à la rentrée, c'est qu'on a enfin eu un traitement commun des deux ministères, c'est-à-dire le volet éducation nationale et le volet enseignement supérieur, tout au long des GT, la présence des chefs de service et des responsables à la fois côté éducation nationale et côté enseignement supérieur et recherche. Bon, ça ne nous a pas aidé à trouver des réponses parce qu'en fait, notre principal problème, c'est qu'il y a des arbitrages politiques qui n'ont pas été pris. Donc, tant qu'il n'y a pas d'arbitrage politique, on peut aller rencontrer le ministre, le pape ou je ne sais pas qui, on n'aura pas les réponses en fait. Et ce qu'on avait fait la semaine dernière, suite à la nomination du Premier ministre, on s'est dit, bon, bah, au moins, il y a un Premier ministre, son boulot en ce moment, c'est de faire le budget, donc on va demander à être rencontré sur les aspects budgétaires, pour lui rappeler que cette réforme, elle a besoin de budget. Donc il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a la rémunération pendant les 2 années du master, ça c'est réglementaire, c'est inscrit dans le décret qui est paru, donc ils seront obligés de le mettre en œuvre, mais il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est à chaque fois des bagarres. On a vu comment ça s'est passé sur les modules. Il a fallu que les organisations syndicales, suite à l'inquiétude des équipes locales, on demande des comptes au ministère pour qu'ils soient obligés de se positionner. Donc là, on va refaire la même chose sur l'ingénierie pédagogique pour les parcours de licence, etc., etc. Mais c'est une bagarre sans fin. J'ai mis l'accent tout à l'heure sur la formation continue, et c'est la même chose.
Si on veut réussir cette réforme, il faut mettre les moyens du début jusqu'à la fin. Et si on fait que le master, ben, on peut déjà vous prédire que ça ne marchera pas. Oui, en ce qui concerne l'accès aux formations, là on est encore dans les dernières phases de rattrapage des dossiers des gens qui ont rien, que ce soit pour l'accès à la premier cycle ou en master. C'est une phase toujours un peu compliquée parce que le but évidemment c'est de réussir à accueillir tout le monde, mais c'est aussi de réussir à accueillir tout le monde avec des conditions d'études correctes. Et on est toujours c'est un peu de la négo, quoi. On essaie de pousser un peu les murs, mais à un moment donné, la formation, elle sera pas correcte. Donc, il faudra qu'on refasse une passe, parce que finalement, par rapport au début de la loi OR, le paysage de l'enseignement supérieur, il a changé. Les points de contention ne sont pas forcément là où ils étaient à l'origine. On sait bien qu'au point de départ, c'est pas mal un gros souci sur l'accès au BTS, aux sections techniciens supérieurs, qui est beaucoup moins marquant aujourd'hui. On voit par contre des grosses difficultés sur l'accès aux formations universitaires dans certaines disciplines, notamment en droit, ça s'accentuerait plus tôt. Donc il va peut-être falloir qu'on reprenne de manière type de formation par type de formation pour repérer où sont les points de contention, quels sont les problèmes de manque global de capacité, quels sont les problèmes de répartition de la capacité ou de polarisation de la demande sur certains établissements. Là, je pense au droit où le phénomène est clair. Donc voilà, ça c'est à reprendre. Évidemment, les difficultés budgétaires vont rendre de plus en plus difficile ce petit jeu de pouce-pouce pour faire rentrer tous les étudiants dans des formations, puisque tout simplement il n'y a plus les moyens de faire dans les établissements d'enseignement supérieur. Bonjour, Noémie Berroir pour The Meta News. J'avais une question sur la mission d'expertise qui a été confiée à Jean-Pierre Korolitsky. Est-ce que vous pouvez décrire un peu vos attentes sur cette mission et peut-être donner des exemples un peu concrets de ce qui pose problème dans les EPE? Il y avait eu notamment un problème avec Paris-Saclay l'année dernière qui avait été assez grand. Enfin, comme c'est Paris-Saclay, on en a beaucoup parlé. Voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être plus récents ou juste plus dans la vie de tous les jours, quoi, moins... Avant de passer la parole à Christophe qui suit de plus près ces questions-là, déjà, nous à la CFDT, on a émis très tôt des réserves fortes sur les EPE. Toutefois, il y a certains EPE, certains statuts d'EPE sur lesquels on a émis un avis favorable en CNESER parce que nos équipes localement avaient pu nous décrire un travail de construction statutaire qui correspondait à ce qu'on attend en termes de gouvernance, de démocratie universitaire, de dialogue social dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ce qui remonte de beaucoup d'autres endroits, c'est aussi une très grande difficulté dans les EPE à assurer la représentation des personnels dans toutes les instances de ces établissements un peu tentaculaires et avec des échelles différentes en leur sein. Et donc, parfois, il y a des décisions qui se prennent dans une instance, qui vont concerner des agents qui n'ont aucune représentation dans l'instance qui décide de leurs conditions de travail ou de leur rémunération. Ce qui, en termes de dialogue social, est quand même très, très problématique, qui peut poser des questions majeures en termes de santé, sécurité au travail aussi. Donc, quand vous posiez des questions concrètes, là, c'est du très concret, c'est-à-dire qu'il y a des agents dont personne ne sait où doivent se traiter les questions de santé, sécurité au travail. C'est quand même très problématique. On est quand même sur des métiers où ces questions-là ne sont pas négligeables, avec des risques parfois très, très spécifiques. Et puis aussi avec des sites très dispersés. Donc si on n'est pas en capacité d'avoir des instances de proximité, c'est très problématique. Donc voilà, et puis Christophe l'avait évoqué aussi dans l'introduction, on avait là une expérimentation sans la vraie méthode d'une expérimentation. Enfin, nous, on l'a dit depuis longtemps et dans les différents ministères dans
dans lesquelles on représente les collègues. Une expérimentation, normalement, on est capable d'identifier quelle est la problématique à laquelle on cherche une réponse. Il y a une durée de l'expérimentation, il y a des critères, des indicateurs qu'on se donne pour estimer si l'expérimentation permet de répondre à la question et est-ce que c'est la bonne réponse à la question. Je dirais toute cette méthodologie de l'expérimentation, on ne l'a pas eue. Et c'est pour ça qu'on était vent debout contre la partie modernisation du projet de loi initial, modernisation, régulation de l'enseignement supérieur, parce que ça allait un peu vite en besogne pour pérenniser des structures pour lesquelles, pour la plupart, on avait plutôt émis un vote défavorable en CNESER à leur installation. Effectivement, il y a eu le feuilleton de Saclay, mais il y a d'autres endroits où ça a été problématique. Christophe. Oui, effectivement, j'ai presque autant d'ancienneté sur le dossier que Jean-Pierre Korlitsky, donc quelques éléments. Non, en vrai, on ne s'est jamais posé les bonnes questions. On ne s'est jamais posé quel était le modèle d'université qu'on voulait avoir au bout du compte, et qu'est-ce que ça apportait, quel problème ça pouvait résoudre. Il y a eu une espèce de fuite en avant vers les EPE. Alors en fait, avant ça, en 2016-2017, on était déjà sur l'idée grands établissements avec des composantes à personnalité morale et juridique. Donc finalement, la séquence ordonnance et établissement public expérimental, c'est finalement aller vers l'objectif défini à l'avance par certains. Et vraiment sans réflexion de fond, hein, quel est le bénéfice, quelles sont les difficultés que ça crée. Quand on demande au ministère, pendant la DGZIP, au CNESER, de nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, qu'ils sont si contents des EPE, ils disent bah, c'est super, il y en a eu 23. Donc le nombre de projets devient la métrique qui montre qu'en fait c'était vachement bien puisqu'il y a eu beaucoup de projets. Alors qu'en réalité, on sent bien qu'un certain nombre de projets... Alors, il y a eu des projets qui effectivement remontaient essayer de résoudre des problématiques spécifiques d'établissement. On pouvait nous dire, voilà, le problème qu'on veut résoudre, c'est ça, et on a besoin pour ça d'une composante à personnalité morale et juridique. Donc, je pense à Valenciennes avec la création d'ANISA, ou à Grenoble avec le problème qui est presque aussi vieux que la ville des statuts de l'Institut national polytechnique, que d'ailleurs le PE, maintenant sur les nouveaux statuts, ne semble-t-il pas entièrement résolu. Mais dans d'autres cas, et notamment dans les dossiers déposés récemment, on a l'impression que c'est juste, t'as pas de PO, t'as raté ta vie, donc avant que la date limite pour déposer des projets ne soit passée, tout le monde veut déposer le sien. Et on se retrouve avec des établissements dont on ne sait pas clairement ce qu'ils essayent de faire. Il y a le rapprochement, objectif rapprochement école-université certes, mais pour faire quoi et comment et à quel prix, la question n'a jamais été posée. On a dit ça s'est déposé comme un but en soi. Jean-Pierre Korlitsky a un peu mis en avant cet objectif-là dans les premières réunions qu'il y a eu sur le sujet. Mais finalement, voilà, sans se demander quel est le système qui en sort. Donc voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure la question que ça pose de démocratie, de dialogue social. On va voir ce qu'on peut faire comme proposition concrète pour trouver des points de sortie, parce qu'on ne va pas non plus chercher à défaire tout ce qui a été fait, même si dans certains cas peut-être qu'il y aurait des choses à défaire quand même. Il y a des choses à consolider. Il y a des établissements où les collègues ne savent plus pour qui ils travaillent. On parle beaucoup de Saclay. Saclay, c'est un problème démocratique majeur pour le principe d'autogouvernance. Mais à Cergy, comment les collègues ne savent plus comment fonctionne leur établissement, ne savent plus quel est cet établissement pour lequel ils travaillent. Et ça a des vraies conséquences en matière d'engagement des collègues dans la vie de l'établissement, de leur participation au projet de l'établissement. Très souvent, ce sont des équipes de direction qui se sont lancées dans des projets sans vraiment chercher, sans même chercher l'adhésion de la communauté universitaire. Ça a de vraies conséquences sur le travail des gens dans ces établissements.
question qui n'est pas sur les EPE, c'est sur un peu le rapport sciences et société. Il y a quelques jours, France Université a fait un communiqué de presse pour dénoncer un petit peu la suppression du dispositif sciences avec et pour la société et du label SAPS. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information et si vous aviez peut-être un retour sur cette... On a vu passer l'info. Maintenant, on ne s'est pas prononcé spécifiquement sur ce label. La question du lien sciences-société, pour nous, est important. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en ouverture de la conférence de presse, sur le fait qu'on est quand même depuis plusieurs années, à l'échelle internationale, dans un mouvement de remise en cause assez brutal, assez violent de la démarche scientifique et de sa légitimité. Alors qui est manifeste et particulièrement brutale dans un certain nombre de pays qu'on peut qualifier de soumis à un régime libéral. C'est très manifeste dans la manière qu'a Donald Trump d'aborder le monde académique. Enfin, c'est d'une violence assez déconcertante et stupéfiante, avec très clairement même la destruction d'espaces internationaux, d'élaboration scientifique, de perte de données scientifiques dont des équipes de recherche ont besoin partout dans le monde, sur des sujets mineurs, comme chacun sait, que sont la transition écologique, le changement climatique et la surveillance globale des épidémies, des virus, enfin, petit sujet de santé publique quand même. Donc c'est très très préoccupant et on sait aussi qu'en France, il y a aussi des discours de remise en cause et de contestation de la démarche scientifique, de refus aussi de comprendre, enfin c'est même pas refus de comprendre, parce que certains de ce que j'ai appelé les batteurs d'estrade, là, on ne peut pas leur faire le reproche de ne pas avoir fait des études, voire d'avoir une formation scientifique leur permettant très bien de savoir ce qu'est une controverse scientifique, et que ce n'est pas parce qu'il y a du débat entre scientifiques que ça veut dire que la science n'est pas fiable et ne permet pas des avancées dans la construction intellectuelle de la compréhension du monde, etc. Enfin, toutes les attaques qu'on a eues depuis les grandes sorties de Jean-Michel Blanquer sur le wokisme et l'islamo-gauchisme, c'est aussi... en fait, ça fait beaucoup de mal à la recherche scientifique, ça fait beaucoup de mal aux universités. Ça nous empêche collectivement de penser le monde, qui soit technologique, qui soit social, qui soit politique, alors qu'on en a besoin de manière cruciale. Donc, dans ce rapport science-société, il y a ça, il y a comprendre ce qu'est la démarche scientifique. Nous, on a démontré aussi que la manière dont on a réécrit les programmes d'enseignement sous Jean-Michel Blanquer, ça affaiblit la capacité des enseignants de l'enseignement scolaire dans le premier et dans le second degré à faire le détour par la découverte de la démarche scientifique avec les élèves, ce qui est problématique aussi dans la compréhension de ces démarches-là. Il faut attendre d'être en première et terminale générale avec des enseignements de spécialité pour avoir une démarche expérimentale. On a eu des retours dans plusieurs départements du fait que les professeurs d'histoire-géographie, les professeurs des écoles ne fréquentent plus les services pédagogiques des archives, même ceux qu'ils faisaient avant, parce qu'il n'y a plus le temps. Soit on fait ce détour-là, mais on ne finit pas les programmes, soit on finit les programmes. Donc pour beaucoup, notamment quand il y a l'inspection qui arrive, en tout cas le rendez-vous de carrière, on ne fait pas, ou quand on est en début de carrière, on n'ose pas le faire. Pour nous, c'est très problématique. On est aussi inquiet par la remise en cause de certaines structures qui facilitent une démarche structurée et solide de vulgarisation scientifique. On pense aux risques qui pèsent sur Univers Sciences, qui sont majeurs, avec quand même une situation qu'on suit avec notre syndicat de l'Académie de Paris, qui syndique les agents et les salariés d'Univers Sciences, qui est quand même rien de moins que le risque de fermeture pure et simple de la Cité des Sciences, quand même. Enfin, voilà, ça fait partie de certaines hypothèses qui seraient quand même très problématiques, mais on a le sujet sur le palais de la découverte aussi, avec visiblement des rapports de pouvoir pas simples entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a assuré de son attachement au maintien et du palais de la découverte et de la Cité des Sciences, et le ministère de la Culture, qui n'a pas forcément toujours la même lecture. Et dans le cadre des difficultés budgétaires des universités, du désengagement aussi de ces dépenses-là d'un certain nombre de collectivités territoriales sous contraintes budgétaires, voilà, il faudra surveiller si toutes les structures qui permettent ce lien sciences-société, on peut penser à des maisons des sciences de l'homme, on peut penser à
tout ce qui est maisons scientifiques ou des espaces comme les microfolies, des espaces comme le vaisseau à Strasbourg. Enfin, est-ce qu'on est en capacité dans notre société de continuer à assurer le financement de toutes les initiatives, y compris décentralisées, locales, qui facilitent ce lien entre sciences et société dans la période difficile sur le plan budgétaire et avec ces critiques fortes, non fondées sur la démarche scientifique, mais qui trouvent quand même des espaces pour se déployer de manière assez brutale depuis plusieurs années, c'est une source d'inquiétude, oui. Alors, et on peut se dire pourtant, avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, on a quand même grandement besoin que l'ensemble de la population soit familiarisée avec ce qu'est la démarche scientifique et du coup, quelle est la nature même d'une connaissance scientifique qui n'est pas une opinion. Et ce rapport à la vérité, à la construction scientifique, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement important, démocratiquement aussi. Oui, je me permets une réflexion, une insiste. Sur Pascal Bouchard, tout éduque, quand le ministère et tout le monde soutient un travail scientifique de tellement mauvaise qualité qu'il n'est publié par aucune revue scientifique dans le monde, je pense aux travaux de Dovio et Gioia sur la méthode syllabique, qui reste exposé comme le sommet de la science et qui permet de prouver le bien fondé de la démarche gouvernementale. C'est un petit peu inquiétant aussi, à l'inverse. Oui, mais c'est bien parce qu'on a là un refus d'accepter et d'assumer qu'il y a de la controverse scientifique. Et il y a un certain temps, je regarde Karine parce qu'elle avait fait la conférence d'ouverture de ce colloque, on avait organisé avec l'IREAS, GAN-CFDT, je crois que c'était 2 journées d'études sur sciences et prise de décision en éducation. Et on voit bien comment, là aussi, Jean-Michel Blanquer, puis le Conseil scientifique de l'éducation nationale font un usage tout à fait discutable de la recherche scientifique en matière des apprentissages et la manière dont ont été exploités les apports des neurosciences. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Karine, ou ça ne nous rajeunit pas? C'est pas ça que j'allais dire, mais je ne sais pas, tu as déjà tout dit, Catherine. Après, il y a l'usage politique qui est fait des données qui les arrangent, mais on voit effectivement très bien ce à quoi vous faites référence. Et le débat sur la lecture a très vite, sur l'apprentissage de la lecture, a souvent très vite dépassé l'aspect scientifique et les données scientifiques et est très politique depuis toujours. Donc l'exemple que vous donnez, il est sur la lecture et c'est pas très surprenant. Donc voilà, il y a la science et l'usage qu'on en fait et la façon dont les politiques se saisissent de la science. Mais déjà au niveau de l'éducation, au niveau de la société, essayons déjà d'œuvrer au maximum dans le sens de tout ce que Catherine a dit. Y a-t-il d'autres questions du côté des journalistes présents et présentes? Et dans ces cas-là, je vous remercie toutes et tous d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, nous restons disponibles les uns les autres si toutefois vous avez des questions plus précises que vous souhaitez nous poser. Merci à toutes et tous. La question du CSEL pose problème. D'accord. Oui, non, mais ouais, en plus j'ai vérifié.